Bonjour à tous. L'architecture est le grand livre de l'humanité, disait Victor Hugo. Mais dans les livres jeunesse, quelle place y a-t-il pour ceux qui font cette architecture? Il y a certes de nombreux ouvrages documentaires, mais qu'en est-il de la fiction? Le métier d'architecte y est-il bien représenté? Je parle ici de titres où le personnage d'architecte est, sinon le héros, du moins un des personnages principaux, et où son métier ou sa fonction ont un rôle dans l'intrigue. En littérature adulte, il y a beaucoup de BD et de romans graphiques sur ce sujet, particulièrement ces dernières années. Mais il y a même eu d'ailleurs une exposition sur ce sujet en 2010 à la Cité de l'Architecture, et un livre qui a été tiré de cette expo. Donc s'il y a beaucoup de BD, il y a par contre assez peu de romans. Je me disais donc que ce serait aussi le cas en ce qui concerne la littérature de jeunesse. Eh bien, je me trompais. Il y a des architectes à l'œuvre dans les pages des romans et des albums pour enfants et adolescents. La difficulté, c'est quelquefois de les dénicher. Et je remercie particulièrement Christelle Moreau du Fonds patrimonial Heures Joyeuses qui est dans cette salle et qui m'en a signalé plein que je ne connaissais absolument pas. Mais voyez, j'en ai découvert de nouveau un ce matin lors de l'intervention de Brigitte sur les albums, sur les cabanes. Voici donc quelques architectes de papier rencontrés au fil de mes lectures sans du tout chercher l'exhaustivité. Je n'ai sélectionné que des romans et des albums en excluant les BD, les documentaires, ainsi que les albums documentaires qui sont assez nombreux et au moins l'un d'eux va être évoqué tout à l'heure dans ce colloque. J'ai laissé aussi de côté tous les bâtisseurs amateurs qui sont très nombreux dans les albums, de Jack à la famille Souris, chère au cœur de beaucoup de ceux qui sont ici, en passant par Barbapapa et plein d'autres. Alors voilà le plan, ça ira vite, rassurez-vous. Beaucoup d'albums rendent hommage aux grands architectes et à leur réalisation. Les Trois petits cochons de Stéphane Garnaccia, qui est illustrateur et designer, fourmillent de références au monde du design et de l'architecture contemporaine. Le sous-titre de l'album original le dit bien, An Architectural Tale, qui n'a pas été repris dans la version française, c'est dommage. Les Trois cochons sont les portraits crachés de trois architectes stars, Le Corbusier, Frank Gehry et Frank Lloyd Wright. Alors j'ai cherché les photos les plus proches, mais vous voyez que c'est vraiment eux. Il n'y a pas de doute possible. Avec à chaque fois les éléments, les grosses lunettes, la petite lavalière, le chapeau, les grosses lunettes pour Gehry. Et leurs maisons sont les reproductions fidèles de certaines de leurs plus célèbres réalisations. Celle en bois de Frank Gehry, un titre qui date de 1978. En verre de Philip Johnson. Alors je suppose qu'il y a ici des gens qui sauraient dire cela mieux que moi, que l'auteur n'a rien trouvé de Le Corbusier qui soit tout en verre. Je pense que le verre, c'était pas trop le truc de Le Corbusier, pas de façon aussi importante. Et donc, il a mis à la place The Glass House Philip Johnson, qui effectivement est totalement en verre, sauf un petit truc au milieu pour mettre quand même la salle de bain et les toilettes. Et celle en brique de Wright, avec cette magnifique maison qui s'appelle la maison sur la cascade. Le loup, qui est lui-même très tendance, alors là vous le voyez sans doute pas, mais en fait il conduit une moto qui est designée par Philippe Stark, donc c'est dire. Le loup donc pulvérise, comme on s'y attend, les maisons en bois et en verre, mais il échoue sur la maison en brique de Wright. Dans Jeu de piste à Volubilis, Max Ducos, qui est fils d'architecte, dit s'être inspiré par trois grands architectes pour la maison où vit l'héroïne. Donc Le Corbusier, Robert Mallet Stevens et Richard Meyer. De toute façon, tous les livres de Max Ducos ont un lien avec l'architecture. On trouve aussi dans la maison des pièces de mobilier signées de designers ou d'artistes, mais aussi d'architectes, comme le canapé LC2 de Charlotte Perriand, Le Corbusier, toujours lui, et Pierre Jeanneret, trois grands architectes. Je vous signale, si ça vous intéresse, que ce canapé est toujours en vente, vous pouvez l'acheter. Donc, mettre dans votre salon, il coûte 19 000 €. Dans Petit Franck architecte de Franck Vivat, Petit Franck, dont le prénom n'est sans doute pas choisi au hasard, est architecte.
Il habite avec son grand-père, Papy Franck, qui exerce la même profession. Mais ils ont un conflit de génération. Petit Franck s'amuse à construire des tours en spirale, des chaises et même des villes entières avec tout ce qui lui tombe sous la main. Mais Papy Franck n'est pas d'accord. Pour lui, les architectes ne construisent que des maisons. Ils vont alors visiter le MoMA, donc le musée d'art moderne de New York. Et parmi bien d'autres choses, ils voient l'étrange siège en carton de Frank Gehry et la Broad City de Frank Lloyd Wright, qui est une maquette de ville idéale. Papy Franck se rend compte que les architectes peuvent imaginer beaucoup plus de choses qu'ils ne le pensaient. L'architecte Wright est encore évoqué dans le roman L'énigme de la maison Roby de Blue Balliet. Toute l'histoire tourne autour d'une de ses plus célèbres réalisations, cette maison Roby, donc, qui est à Chicago. Et cette maison, dans l'histoire, doit être démolie. Si Wright n'apparaît pas dans le récit, son souvenir, ses objets, et peut-être même son fantôme, sont extrêmement présents. Mais quittons ces architectes réels pour nous intéresser aux architectes de fiction. On trouve dans les albums et romans des familles d'architectes, où la passion de ce métier passe de génération en génération et où la transmission tient une place importante. On l'a vu avec Petit Franck et Papy Franck qui partagent la même passion. Les parents qu'on ne voit jamais de la petite fille de la Villa Volubilis sont visiblement architectes. On voit en tout cas un bureau d'architecte dans la maison. Quand j'étais petite, je trouvais ma maison vraiment étrange. Elle ne ressemblait à aucune des maisons que je connaissais. Et quand je demandais à mon père pourquoi elle était étrange, il me répondait qu'elle n'était pas étrange. Elle était moderne, ce qui est très différent. Il me disait que chaque maison était unique et possédait un secret, et que le jour où je découvrirais celui de ma maison, je me mettrais à l'aimer comme ma meilleure amie. L'album raconte le jeu de piste organisé par le père dans la maison pour que la fille découvre ce secret. Une maison peut-elle remplacer une famille ? Se demande Clara dans le roman « L'orpheline dans un arbre » de Suzy Morgenstern. Cette adolescente orpheline se découvre lors d'un séjour aux États-Unis une vraie famille avec un fantasque et flamboyant grand-père qui est architecte de maisons dans les arbres, on y revient, et qui lui fera découvrir la beauté de son métier. Tu sais, tu imagines être Dieu quand tu racontes une histoire. Imagine alors l'exaltation que je ressens quand je crée une maison, ou même quand me vient l'idée d'une maison. Cette idée enveloppe la vie des gens dans ce qu'elle a de plus intime. Et puis le vrai saut vers le 7e ciel, c'est de transformer les plans en réalité. On conçoit l'espace et la lumière, et on a une palette de matériaux divers venus du monde entier pour l'habiller. Et quand c'est fini, tous les matériaux du puzzle s'imbriquent parfaitement pour créer l'unité et l'esprit. Les occupants bénéficieront de ces efforts. Et ce doit être le but de chaque architecte et la joie de chaque bâtisseur. Clara découvrira avec ce vieil homme le monde de l'architecture et du bâtiment, se révélera très douée pour lire les plans et décidera d'entreprendre des études d'architecte. Parfois, c'est plus difficile. Dans le bloc 93 de Bruno Saint-Hilaire, Jean-Pierre juge très sévèrement son père. Il le méprise même. Architecte star de la reconstruction nationale. Le roman se déroule en 1954, qui reconstruit les villes bombardées en créant des cités de ciment et de béton, dont le bloc 93, chef-d'œuvre de technologie selon les uns, abominable horreur selon les autres, dont son fils. L'adolescent se rendra peu à peu compte que ce n'est pas si simple. Son père, polonais, a perdu sa femme et ses frères pendant la guerre. Il veut bâtir pour la paix, effacer le plus vite possible les traces de cette guerre qu'il a brisée. Il construit vite et pas cher, car il y a urgence, il faut reloger les sinistrés. Et donc il construit des immeubles en béton, mais à côté de ça, il restaure aussi des basiliques gothiques en leur redonnant leur splendeur d'autrefois. Et puis, Jean-Pierre rencontre Gérard. Je ne pouvais pas dormir, on étouffe chez nous. Tu habites où ? Cité 29, baraquement 204. On est sinistré. Mais ça va changer. Mon père a priorité de relogement et on déménage. Tiens, oui, dit l'enfant avec une pointe d'orgueil. Et je suis drôlement content. Tu sais où on s'installe ? Dans le bloc 93. Pas possible. Oui. Oh, pas un appartement de luxe. 3 pièces au rez-de-chaussée. Mais enfin, c'est le bloc. Tu sais,
On attendait ça depuis si longtemps, des années. Ça va nous faire oublier le 204. Dis, c'est vrai? C'est ton père qui l'a construit, le bloc 93? Je n'arrive pas à en être fière. Oh ben zut, alors qu'est-ce qu'il te faut? Les architectes ne sont parfois que des simples silhouettes, comme dans Les gratte-ciel de Germano Zulo et Albertine, dans lequel 2 milliardaires rivaux rivalisent jusqu'à l'absurde pour construire l'immeuble le plus haut, le plus cher, le plus luxueux. Alors, c'est un livre, comme vous le voyez, un album tout en hauteur, avec des dessins très petits, donc je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Donc, je vous ai agrandi les 2 architectes stars, donc, puisqu'ils font appel à 2 stars de l'architecture. Donc, il y a, comment il s'appelle, Jérôme W. Sparek, c'est l'architecte, le nouvel architecte le plus cher du monde, et Géraldine Friedman, nouvelle architecte la plus chère du monde. Ils prennent chacun, évidemment, le plus cher qu'ils trouvent. Voilà. Mais au bout d'un moment, même les architectes commencent à freiner leur folle rivalité, donc ils les virent, et ils décident de continuer sans eux. Et donc ils continuent, ils montent, ils font un peu n'importe quoi, et ce qui devait arriver arriva. Voilà. Et on voit là toute l'utilité des architectes. Mais nos architectes ne sont pas toujours des personnages secondaires. Ils sont aussi, on l'a déjà vu un peu, les héros de plusieurs ouvrages. Et en particulier d'un où il y a ma préférée. Dans un album, vous voyez, j'ai senti tout de suite que, voilà, je ne suis pas la seule. Un album, hélas, épuisé depuis longtemps, mais qui a laissé un souvenir vivace à tous ceux qui l'ont lu, et qui suscite même des vocations. Réaction d'un lecteur d'un blog. Bonjour, ce livre a inspiré l'illustration du faire-part de naissance de ma 2e fille, qui vient d'avoir 30 ans et qui est devenue architecte. Un bijou, en effet, que nous gardons précieusement dans notre trésor familial. Alors, je vous ai mis quelques... Donc, c'est l'histoire d'Héloïse, donc Héloïse Souris, qui est une architecte décoratrice tellement talentueuse que tous les animaux de la forêt lui demandent de concevoir leur maison. Le texte dit... Je te présente Héloïse. Vous m'entendez là? On l'appelle également Dame Souris. Héloïse est une décoratrice célèbre dans le monde entier. Cela signifie qu'elle est tout à la fois artiste, dessinatrice, architecte et pleine d'imagination. Le grand talent d'Héloïse, c'est, comme devraient être tous les architectes, elle tient compte des goûts, des aspirations et des besoins des clients. Donc, par exemple, là, pour Chat, qui est paresseux, il voulait une maison avec de nombreux lits et de nombreuses terrasses, donc elle lui construit ça. Vous voyez bien, ça va? Lézard, lui, ce qu'il aime, c'est lézarder au soleil. Donc, voilà. Grenouille, lui, évidemment, il aime l'eau, donc elle lui construit une maison sur pilotis. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits détails à regarder, c'est une merveille, cet album. Alors Cochon, lui, il est un peu mégalo, donc elle lui construit une maison, une imitation d'un château de Louis XIV ou de Versailles. Araignée, elle est hyper moderne, donc elle a un truc avec un ordinateur et tout et tout. Et mon préféré, c'est Vert. Et le texte est très sympa. Grâce à l'imagination d'Héloïse, Vert loge maintenant dans la maison de ses rêves. Et ses songes y ont le parfum savoureux des fruits mûrs. On se demande ce que ça qu'attendent les éditeurs pour rééditer cet album. L'album Iggy Peck nous permet de suivre la naissance d'une vocation. Voilà, donc c'est l'histoire d'Iggy, donc je vous lis. Iggy Peck est architecte. Il a découvert son talent à l'âge de 2 ans, le jour où il bâtit une grande tour. En 1 heure à peine, rien qu'avec des couches et de la colle. « Iggy, tu es un génie !» s'exclame sa mère. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi cool. » Mais le sourire s'évanouit quand l'odeur lui parvint aux narines. Elle comprend alors qu'il s'agit de couches usagées. « Iggy, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Iggy, c'est dégoûtant. Quelle horreur, c'est très vilain. » Comme vous le voyez, sa vocation naît très tôt, mais n'est pas toujours comprise par son entourage. Mais ça ne l'empêche pas de continuer. Et là aussi, on retrouve des références à divers monuments qui ont marqué l'histoire de l'architecture. Donc, on a vu la tour de Pise, il y a Saint-Pierre de Rome en pomme,
il y a une pagode chinoise, etc. Et ça, vous allez... Voilà, en crêpe. Et qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est pas là qu'on parle sur les autres? Non, l'Arche de Saint-Louis, dans le Missouri. Bon. Alors, les choses se gâtent à l'école. Voilà. Sa maîtresse, donc quand il arrive au CP, sa maîtresse, Lily Garatois, ne veut pas entendre parler de construction. Le premier qui empile quoi que ce soit aura affaire à moi, dit-elle. Ouais. En fait, elle a un gros souci. Elle a une peur bleue de tout ce qui est en hauteur, depuis qu'à l'occasion d'une visite scolaire d'un gratte-ciel quand elle était enfant, elle s'est perdue. Je cite. « On ne l'a retrouvée que 2 jours plus tard, coincée dans un ascenseur en panne, avec une troupe de cirque française ne se nourrissant que de camembert. » Donc vous imaginez le traumatisme. Depuis ce jour, elle considérait les femmes de construction comme des fous dangereux. Donc Iggy, vous voyez, il est très 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 malheureux, là, il est au bord de la dépression. Mais tout change le jour où Lily Garatois emmène sa classe faire un pique-nique au bord de la rivière. Alors l'auteur précise un pique-nique vintage. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'est un pique-nique vintage, c'est avec un panier vintage, voilà. Mais d'ailleurs, je trouve que Lily Garatois est assez vintage elle-même. Mais bon. Donc, quand ils arrivent au bord de la rivière, le pont se casse et Lily, qui n'est pas très performante quand même comme institutrice, s'évanouit. Heureusement, Iggy prend les choses en main et, avec tous les élèves, comme maître à bord, il construit un pont avec tout ce qui lui tombe sous la main et il prouve ainsi à Lily Garatois que ses talents de constructeur peuvent être utiles. Il la réconcilie avec l'architecture et pourra, quant à lui, vivre pleinement son destin de bâtisseur. Ces héros architectes, on les voit au travail. Parfois, leurs plans figurent sur les pages de garde de certains de ces albums. On voit les outils qu'ils utilisent, hein, le compas, l'équerre, les plans, etc. Et même, on voit leurs revues professionnelles, puisque donc là, les cochons lisent Domus et Habitare, qui sont 2 célèbres revues d'architecture et de design. La maison de Monsieur Raison montre très bien les différentes étapes de la construction d'une maison. Ce très joli petit album a été publié en 1938 en Pologne, en 1950 à Londres et enfin en France tout récemment. Et on peut remercier les éditions de la revue Conférence de l'avoir édité. Il permettra à beaucoup d'entre nous de découvrir ces 2 artistes qui furent à la fois peintres, scénographes, cinéastes et éditeurs. Donc Francesca, sous le nom de Françoise Temerson, a illustré 2 albums de May d'Alençon en 1939, Tricotti, Tricota, et surtout, je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer, TTS, cochon aérodynamique. Vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça de l'architecture. TTS, ça veut dire tout en soi, c'est le petit nom du cochon. Alors, donc, ça, je vous lis les premières pages. Un jour, M. Thomas Raison se rendit chez M. Hilaire de la Bâtisse, l'architecte, et lui dit « Monsieur de la Bâtisse, des PLG, je voudrais, s'il vous plaît, construire une maison. » Alors, des PLG, ça veut dire diplômé par le gouvernement. Donc, c'est un titre qui n'est plus utilisé depuis 2007. J'ai appris des tas de choses en préparant cette communication. Monsieur de la Bâtisse, des PLG, travaille à sa table à dessin tôt le matin. D'abord, il se remue les méninges, se creuse la tête, sa grosse tête. Puis il dessine quelques traits à l'encre, noir, bleu, vert et rouge. Puis il fait quelques additions, mais les efface. Il faut qu'il les refasse. Jusqu'à où creuser les fondations pour supporter le poids de la maison? Puis il fait un peu d'arithmétique pour bâtir un mur épais, non pas étroit d'une brique, mais de 3. Et cet album est intéressant parce qu'il montre vraiment ce qu'est le travail de l'architecte, ce qu'on voit quand même assez peu dans les autres. Dring, dring, téléphone. Allô, monsieur Raison? Ici, monsieur de la Bâtisse, architecte. Plan ça baigne, on commence les travaux illico. Bravo. Alors, les pages suivantes, on voit plutôt la construction elle-même, on voit moins l'architecte, sauf à la fin, dans les dernières pages, où donc on voit monsieur de la Bâtisse qui accompagne monsieur Tom pour lui montrer sa nouvelle maison, qu'on ne voit pas vraiment.
« Oh, monsieur de la Bâtisse, vous êtes très malin !» s'exclame monsieur Tom. « Tout est aussi beau que sur votre dessin, sur votre dessin. » Il le prit dans ses bras et l'embrassa. Nos architectes de papier sont souvent des précurseurs, des innovateurs, et leurs sources d'inspiration sont multiples. Dans Saul, Monsieur Rêve et les morceaux de mur d'Anthony Huchette, l'architecte Saul vit dans une ville sinistre. Dans un pays imaginaire, il y avait une ville dont les maisons n'avaient ni porte ni fenêtre. On l'appelait Moroseville. Les habitants de Moroseville ne se voyaient pas et s'ennuyaient beaucoup. Donc heureusement, Saul rêve beaucoup, et des personnages de ses rêves, dont Monsieur Rêve tout bleu, tout léger, et Monsieur Brick, le robot, vont l'aider à briser les murs pour réaliser une ville aérée et ouverte sur le monde. La nature peut aussi jouer ce rôle. Dans Mauvaises Herbes, un album récent de Thibaut Rasset, Eugène, architecte maniaque, égoïste et solitaire, construit des immeubles à son image. Je ne le lis pas parce que c'est un petit peu petit. Donc, vous voyez, ce que ça dit, c'est que chez lui, tout était bien rangé, par ordre, tout en noir et blanc, et tout ça. Enfin bon, voilà. Et il construisait des immeubles pareils. Et ça se passe très très mal sur le chantier parce qu'il est hyper stressé, désagréable avec les ouvriers. Enfin, ça va très très mal. Mais quand un arbre tombe sur le chantier, ça va le bouleverser complètement. Il trouve cet arbre magnifique, ses proportions absolument superbes, et ça le très brutalement d'ailleurs, mais bon, il change complètement. Il devient rêveur, écolo, il passe des heures à regarder les petits oiseaux, à la grande surprise des ouvriers. Et il va transformer la triste bâtisse qu'il avait conçue en un lieu merveilleux, ouvert à tous les habitants de la ville et où la nature s'épanouit. Mon village au bord du ciel de Janie Saint-Marcoux, qui était l'épouse de Paul Bernat, est le seul roman que j'ai trouvé dont le sujet est l'architecture, ou plus exactement l'architecture des grands ensembles, comme on disait à l'époque. Ce roman raconte l'histoire de la famille Marly, qui tient une animalerie qui est de la mégisserie, qui vit dans le quartier, dans un très vieil appartement qui va être démoli. La famille qui est assez nombreuse, il y a les parents, il y a 3 enfants, dont Colombe qui a 15 ans qui raconte l'histoire, et le grand-père vétérinaire, il n'arrive pas à trouver d'autre logement. Et la veille du jour, ils sont expropriés, en désespoir de cause. Le grand-père finit par acheter, sans l'avoir vu, ce qui n'est jamais trop recommandé, un appartement, un grand appartement, dans un immeuble tout neuf, d'un grand ensemble, les Comètes, en banlieue. Quand la famille arrive avec tous ces meubles, c'est le choc. Notre attention à tous se raviva quand se profila à l'horizon la silhouette étonnante, interminable d'un gratte-ciel très étroit, pointé vers l'azur comme une fusée sur son aire de départ. Ils découvrent alors, parce que visiblement ils n'avaient pas posé la question, qu'ils vont habiter la plus haute tour de la périphérie, 89 mètres, et qu'ils seront au 27e étage. À Paris, nous aurons sans doute un bâtiment identique dans le quartier rénové de la gare Montparnasse, leur apprend l'agent immobilier. Ils ne sont pas au bout de leur peine, car l'appartement est lui aussi très, très moderne. Groupés au milieu de la vaste pièce, nous avons commencé à l'inspecter en silence, partagés entre les sentiments les plus divers. Un tel espace, la lumière qui nous inondait. Mais où étaient les autres pièces ? L'agent immobilier leur apprend qu'il ne faut plus parler de chambre ou de salle de séjour. Ces termes sont désuets, dépassés. Chacune des cellules qui entourent la pièce principale est parfaitement équipée de meubles intégrés et télescopables. Durant la journée, on relève le lit, on déplie le bureau, et le soir, on fait l'inverse. Et regardez tous ces placards intégrés. Sous le choc, où caser leurs armoires normandes dans ce lieu où il n'y a presque pas de mur, où la cellule haut, on ne parle pas de salle de bain, à la taille d'une cabine téléphonique, la famille vitupère contre l'architecte, d'autant plus qu'ils ont été obligés de redescendre en catastrophe au rez-de-chaussée le grand-père qui était pris de vertige et qui était au bord de la crise cardiaque. J'aimerais tenir l'architecte qui a conçu de pareilles horreurs. Cela me soulagerait de lui dire ce que je pense de ces compartiments à dormir. Un fou, un surmené, un dangereux maniaque, un monsieur qui doit habiter tranquillement un somptueux hôtel de Neuilly et qui s'amuse fort à voir la tête des victimes de ses divagations.
ils vont découvrir que leur architecte, un jeune homme dont c'est la première réalisation, ne vit pas à Neuilly, mais dans un studio au-dessus de leur appartement. La famille finit peu à peu par s'habituer à cet étrange environnement et à apprivoiser, et même à apprécier, leur nouvel habitat futuriste baptisé le planétarium. Ils apprivoisent aussi le jeune Luc, qui se confie peu à peu. Il est le fils d'un grand architecte bordelais et s'est violemment disputé avec son père, qui n'accepte pas les conceptions révolutionnaires de son fils. Le planétarium est sa première grande réalisation et il supporte très mal qu'on le critique. À force de considérer les grands problèmes, à force de répartir des tonnes de matériaux sur des kilomètres carrés, nous avons l'impression que ce garçon oublie parfois qu'il existe des problèmes quotidiens dont les modestes incidences tissent la trame de nos jours. Mais il évolue sous l'influence de la famille Marly, qui du coup se passionne pour l'architecture. En même temps que l'amitié de Luc Thibault, les problèmes de l'architecture se sont installés dans notre vie à nous, les Marly. On nous eût beaucoup étonnés, pourtant, juste avant les vacances, si l'on nous eût prédit que nous discuterions durant des soirées entières et avec passion au sujet des plans d'une église. Eh bien, c'est ce qui nous arrive. Mais Luc évolue. Donc, si la famille Marly évolue sous l'influence de Luc, l'inverse est vrai aussi. On m'a reproché d'avoir conçu le projet. C'est Luc qui parle. On m'a reproché d'avoir conçu le projet des comètes avec grandiloquence et sécheresse. C'est vrai. Je m'étais acharnée à voir grand plutôt que simple. J'ai dessiné les cellules du planétarium uniquement en technicien. Grâce à vous maintenant, je sais que dans la cellule la plus confortable et la plus luxueuse du monde, chacun finit par se retrouver avec ce qu'il apporte d'essentiel. Ses propres facultés de bonheur, d'adaptation, d'échange. Celles qui élargiront sa vie plus et mieux encore que des cloisons coulissantes. On trouve un autre personnage d'architecte plus tragique dans le roman. Milor, un clochard qui, on le découvre à la fin du récit, était autrefois un grand architecte nommé Émile Sachs, mais qui a tout perdu à cause de l'alcool. À la suite d'une erreur d'évaluation, un immeuble qu'il avait conçu s'effondra, causant la mort de plusieurs ouvriers. Émile ne s'en remit jamais, but de plus en plus, et ce fut rapidement une démission complète de la volonté. De déchéance en déchéance, il finit par se retrouver sous les ponts. Milor finira par mourir sur le chantier où il était veilleur de nuit, ce qui inspire cette réflexion à son frère. J'ai été très frappée par la mort de mon frère sur un chantier. Une mort au champ d'honneur, en somme, pour un architecte. Alors, certains auteurs ont une vision nettement moins positive des architectes. Jean-Jacques Loup, auteur de BD et de dessins de presse qui a travaillé, entre autres, pour Fluide glacial, Charlie et le canard enchaîné, a publié en 1977 à l'École des loisirs un album étonnant, assez atypique de l'École des loisirs, pas trop à qui il s'adressait, presque sans texte. Donc on y voit un architecte au travail, chef d'orchestre de chantier, avec parfois quelques difficultés, mais qui ne se laisse pas faire. Mais hélas, pour quel résultat ? La ville qu'il construit est absolument sinistre. Pour en cacher la tristesse, il l'habille de façades colorées, mais sans succès. Personne n'est dupe. Attendez, pardon, excusez-moi, il y en a un qui... C'est celui-là. Il y en a qui ne veut pas passer, je suis désolée. Donc, il s'enfuit. Voilà. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Je n'arrive pas à aller... Bon. Finalement, attendez, j'essaie de revenir en arrière. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Bon. Il s'enfuit, hein, vous voyez, il fuit dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'il trouve? Une magnifique sculpture en sable. Et comme il est lâche, incompétent et qui ne supporte pas la concurrence, il la détruit.
Voilà, je suis désolée, il y a des, je ne sais pas pourquoi, il y a des diapos qui n'ont pas voulu passer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, l'album est sans texte, mais à la fin, on y trouve, le seul texte qu'il y a, c'est un poème. « Où habites-tu, monsieur l'architecte? Où habites-tu » a dit le garçon. « Dans une maison, répond l'architecte. Monsieur l'architecte, dans une maison. »« Dans cette maison, monsieur l'architecte, dans cette maison, y a-t-il un balcon ?»« Il y a beaucoup, répond l'architecte. Beaucoup de balcons dans cette maison. »« Y a-t-il des couleurs, monsieur l'architecte? Y a-t-il des couleurs dans cette maison ?»« Il y a du bleu, répond l'architecte. Du rouge, du vert et puis du marron. » Et puis du jaune aussi, a dit l'architecte. Le jaune, c'est beau, a dit le garçon. Y a-t-il des forêts, monsieur l'architecte? Y a-t-il des forêts près de ta maison? De belles forêts, répond l'architecte, des fleurs et des fruits, des champs de houblon. Dans cette maison, monsieur l'architecte, dans cette maison, y a-t-il des chansons? Tout comme chez toi, répond l'architecte, tout comme chez toi, mon petit garçon. Chez moi, il y a, monsieur l'architecte, chez moi, il y a beaucoup de béton. Bon. Alors, bon, c'est un peu... Je voulais quand même pas qu'on reste sur cette image un peu triste, un peu négative des architectes. Hein. Donc, je vous ai dit dans cette brève communication que je ne parlerai que d'albums et de romans, mais je ne résiste quand même pas à vous présenter un autre de mes architectes préférés, donc avec Héloïse. C'est un architecte de Bulle, puisqu'il apparaît dans Astérix et Cléopâtre. Voilà. Il s'agit de Numéro bis, architecture de Cléopâtre, incarné au cinéma par Jamel Debbouze. Il est extrêmement sympathique et il résume quand même assez bien ce qu'est le métier d'architecte. Comme dans toutes les professions, les architectes sont plus ou moins doués. Bon, lui, Numéro bis, il est plutôt moins doué, mais bon. Mais certains, assez rares, mes collègues bibliothécaires peuvent en témoigner, savent se faire aider et écoutent les suggestions qu'on leur fait. Mais ceux qu'on a en bibliothèque, souvent, ont un peu de mal, surtout quand ils veulent à tout prix construire des banques de prêts alors qu'ils ne comprennent même pas à quoi ça sert. C'est un métier difficile, avec des clients exigeants et qui n'est pas sans risque, surtout quand votre cliente est Cléopâtre et que vous risquez à tout moment de vous retrouver jeté en pâture au crocodile. Mais bon. Mais surtout, quand par extraordinaire on tient les délais prévus, hein, parce que je ne sais pas si vous lisez la petite Astérix, il dit à Cléopâtre, on a construit ton palais, parce qu'elle lui demande de construire un palais pour faire la nique à Jules César, il lui dit, on l'a construit dans les délais prévus, et il y a la petite note qui dit, à cette époque, c'était très rare dans la construction. Mais donc, quand on y arrive, ça peut être très lucratif. Il dit, il y a encore un bout qui dépasse là, et l'esclave dit, on revient. Il n'est pas très original de dire qu'il y a des similitudes entre le travail d'un architecte et celui d'un écrivain, qui construit son œuvre, bâtit une intrigue, et ensuite la livre à ses habitants lecteurs. Je préfère conclure, comme je l'ai commencé, par une citation qui me réjouit, c'est une citation de Grégoire de Latour. Certains écrivains se regardent écrire avec délectation, sans se soucier d'avoir quelque chose à dire. Un peu comme un architecte qui tomberait amoureux de ses échafaudages. Ce n'était certainement pas le cas des auteurs que je vous ai présentés aujourd'hui, et j'espère que cela vous a donné envie de découvrir leurs livres et les architectes de papier qui les habitent. Je vous remercie.